Donc, je vais enregistrer la présentation afin de vous pouvoir partager plus tard avec vous bon, les vidéos. De cette façon-là, vous pouvez toujours revenir sur les cours si vous avez des questions dans un moment donné. Vous êtes d'accord? Il y a quelqu'un qui pose des problèmes par rapport à ça? Ne va pas être enregistré? Non, pas du tout. Non, c'est même mieux, merci à vous. C'est bon, il n'y a pas de souci, Ouais, c'est plus merci. pratique. Ok, d'accord. Donc, bienvenue à Architecture. J'ai passé pas mal de temps en fait à passer la liste. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je vous ai dit, je m'appelle Juan Luis, Juanlu, et voici, vous avez mon email, mon adresse email. Donc, si jamais vous avez des questions, des soucis, ou peu importe, par rapport au cours ou par rapport à n'importe quel souci personnel, vous pouvez me contacter. Par email, normalement, je suis joignable et j'essaie de répondre au moins relativement vite. Donc, architecture. C'est un cours sur 7 séances. Les TD sont 7 séances d'une heure, les TP sont 7 séances de 2 heures, et les intervenants sont Abderrassak Saour, je pense que vous l'avez connu déjà, Hugues Duflo et moi-même. Et ouais, voilà, vous avez eu de la... Bon, c'est à moi de faire les cours. Puis les cours, normalement, comme c'est dans cette séance, c'est un demi-cours, si on veut le voir comme ça. C'est un petit peu la continuation des systèmes, donc d'introduction au système informatique. Mais vous allez voir, je pense que c'est un petit peu plus sympa côté TD au moins. Et puis il y a pas mal de TD, il y a 6 TD à faire, mais bon, par rapport à ce qu'on a fait les dernières années, normalement on arrive qu'à la TD4. Donc aujourd'hui et probablement la semaine prochaine, on commence avec les TD1. On va essayer d'apprendre comment les nombres réels ils sont codés sur une machine. On a déjà appris comment les sentiers ils sont codés sur machine. Et maintenant, c'est les tours des réels. Et puis pour les deuxièmes TD, on va apprendre un tout petit PDC, en fait un TP. Et on va apprendre aussi comment les évaluations des expressions ils fonctionnent en C, que c'est très très proche de la façon comment ils fonctionnent en Java. Puis TD3, on verra les pointeurs. Les pointeurs sont des types un petit peu spécial où on va stocker, au lieu de stocker un entier ou, bon, un caractère, on va stocker un adresse de mémoire. Et on va voir à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc ça sera les TD3. Et finalement, comme je vous ai dit, normalement on arrive qu'à les TD4. Et les TD4, on verra quelques notions de base du langage assembleur. Donc l'assembleur, comme vous savez, on a les codes machines qui sont les 0 et 1 qui permettent d'exécuter des programmes sur la CPU. Puis dans un niveau plus haut, on a un petit peu plus haut en fait, on a les codes l'assembleur. L'assembleur, c'est une façon de, au lieu d'écrire que des 0 et des 1, d'utiliser des mnémotechniques. Mais en effet, l'assembleur et les codes machines, c'est pareil. On peut transcrire une ligne d'assembleur dans une ligne des langages machines automatiquement. Donc c'est en sorte d'apprendre les langages machines. Et ça, et ici, je pense qu'on va s'arrêter. Donc normalement, on n'arrive qu'à l'été des 4. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va apprendre un petit peu les nombres réels. Et pour ça, on va voir comment on peut représenter sur machine les nombres fractionnaires. Comme vous savez, les nombres réels, les nombres fractionnaires, en fait, ils sont un sous-ensemble des nombres réels. Par exemple, un nombre, je ne sais pas si quelqu'un peut écrire ou dire un nombre réel qui lui vient à la tête que ce ne soit pas un nombre fractionnaire. Julien, il est en train d'écrire. J'imagine qu'il est en train d'écrire. Alors, Jules. Alors, oui, Jules, il vient de... Ça, c'est exactement un nombre fractionnaire. Donc, 1 divisé par 3. Ça, c'est un nombre réel. Si on met par contre, par exemple, pi, pi, c'est un nombre réel, mais ce n'est pas un nombre fractionnaire. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire pi en tant que la division d'un nombre réel par un autre nombre réel.
Et pourquoi ça? Bon, parce qu'en effet, ce qu'on est capable de les représenter sur une machine sont des nombres fractionnaires. Euh, Pourquoi? Parce que les registres sur lesquels on va stocker l'information, ils sont limités. On parle d'un registre de 8 octets, de 4 octets, mais on ne peut pas aller jusqu'à l'infini. Donc pi, on peut stocker des approximations de pi, mais pas vraiment pi entièrement, évidemment. C'est infini en fait. Donc les nombres réels, on va parler des nombres réels, mais pour être plus précis, il faudrait parler des nombres fractionnaires. Et on va avoir des notations différentes, la virgule fixe et la virgule flottante. Ok, qu'est-ce que c'est les plans pour les TD? D'abord, pour chauffer un peu, parce que ça fait, bon, vous venez de terminer système, mais il y a quelques idées des systèmes qu'on va reprendre. Donc on va faire un récapitulatif sur les sentiers signés et non signés très rapidement pour voir si vous avez bien compris et tout se passe bien. Et puis, avant d'introduire comment on représente en machine euh, les nombres réels ou les nombres fractionnaires, on va faire un point par rapport à comment on représente des nombres fractionnaires en base 10, c'est-à-dire ce qu'on a appris à l'école ou au collège. Donc si je vais vous mettre 14,5, ça c'est bien un nombre fractionnaire. Et on va avoir un petit peu quelle notion on va utiliser après sur la virgule fixe et la virgule flottante en base 2. Pourquoi ces deux notations en base 2? Parce qu'en effet, ce qu'on va stocker dans un registre de machine, c'est la virgule flottante. Mais la virgule fixe, qu'on verra après, c'est une notation intermédiaire qui va nous servir. Donc si je vous donne 14,5 et je vous demande, bon, traduis-moi ça en 0 et 1 an. Quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas exactement ça, mais c'est les chiffres que je viens de mettre. Mais comment les traduire? Bon, on doit passer par une étape intermédiaire que c'est la virgule fixe. Voilà. Et puis on va faire des exercices, que je pense que c'est la partie où on va vraiment apprendre en faisant des exercices. Donc, pour les récapitulatifs, on a déjà vu, vous connaissez tous les sentiers, et particulièrement les sentiers non signés. Et je pense que ça, en principe, ça ne doit poser des problèmes. La représentation des sentiers non signés, c'est assez immédiate. Donc, l'idée, en effet, c'est que on a un registre machine, par exemple ici, d'un octet. On peut avoir des octets, 3 octets, etc. Et si on veut coder, dans ces cas, on a un chiffre en binaire. Et si on veut savoir, par exemple, combien ça vaut en, en, en décimal, en base 10, ce qu'on doit faire, en fait, c'est de multiplier chacun des positions par sa puissance de 2. C'est-à-dire, ça c'est cette valeur-là, ça vaut 1, ou bon, 1 parce qu'on a un 1 ici, ça vaudrait 2, 4, 8, 16, 32, 60, 64 et 128. On est d'accord? Donc, ça c'est la puissance de chaque position élevée à la position même. Donc, position 0, position 1, 2, 3, 4, etc. Donc, si on veut savoir combien ça vaut cette valeur-là, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter d élevé à 7 plus d élevé à 6, etc. Et ça nous donne 233. Ça, c'est la notation en base 10. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas bon, à me demander. Mais je pense que pour l'instant, ça doit plus ou moins aller. Puis, ça, on peut les représenter aussi en hexadécimal. Et ça, c'est très facile en fait. Donc, l'idée, c'est qu'on prend les bits des 4 en 4 et on va coder. Ça, bon, ça, on peut voir que c'est 1 plus 8. Donc, ça fait 9. Et ça, ces parties-là, ces 4 8, ça sera 2 plus 4 plus 8. Donc, ça fait 12, 13, 14. 14 en hexadécimal, ça fait E. Donc un octet, il est toujours codé par des chiffres hexadécimales. Donc 233 en base 10, E9 en base 16. Et si on veut faire la représentation en octal, bon, au lieu de prendre les bits des 4 en 4, on va les prendre des 3 en 3. Donc C3
il fait 1, C3, il fait 5, donc 4 plus 1, 5. Et cette partie-là, bon, il nous manque un chiffre ici, mais vous pouvez comprendre que ça, s'il nous manque des chiffres, on assume que c'est un 0. Donc ça fera 2 plus 1, 3. Donc, ok, ça sont des sentiers non signés. On l'appelle parfois un binaire pur. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les sentiers non signés. Par rapport aux sentiers signés, donc quand on a un signe, on a vu qu'on a une représentation qui s'appelle signe valeur absolue. C'est un peu nul dans le sens que ce n'est pas comme ça que la machine va coder l'information. C'est un complément à deux qu'on va stocker les informations des sentiers signés. Mais c'est une représentation qui aide beaucoup à l'humain, en fait, parce que c'est assez intuitif pour un humain de savoir qu'au lieu de prendre les n bits, on prend n-1 bits pour coder la valeur absolue. Et puis les bits poids forts, on va les mettre à 0 ou à 1, en dépendant si c'est positif ou négatif. Par exemple, 28 en décimal, en binaire pour, c'est ce chiffre-là. Puis un signe valeur absolue, dans la partie en vert, ça sera la valeur absolue, soit 28. Et on va mettre un 0 pour dire que c'est positif. Si on veut coder un négatif moins 28, on va mettre un non. En hexadécimal, ça va évidemment changer la valeur. Mais comme je vous ai dit, c'est convenient. Signe valeur absolue, c'est genre de notation pour les humains. Mais en effet, bon, ce n'est pas comme ça que la représentation, comme on représente l'information sur machine. C'est un complément à deux, en fait. Donc, j'espère que vous avez des papiers, en fait, et stylos. J'aimerais vous demander si vous savez comment coder moins 28 un complément à deux. Bon, ce que je demande, en fait, c'est de voir si quelqu'un est capable de me donner en 1 minute ou 2 minutes la valeur hexadécimale des moins 28 codé sur un octet. Je vous laisse un tout petit peu de temps. Ok, un jeu, oui. Pouvez-vous traduire ça en hexadécimal parce que la question c'était hexadécimal. Alors le gain vient de dire E4. Alors, c'est en effet E4, comme Logan il vient de dire. Je vous montre ici comment ça fonctionne. Ça c'est pour récapitulatif en fait, pour voir comment ça marche. Donc normalement, les compléments à deux, ça parfois pose des problèmes. Si on a un chiffre positif, donc 28, la représentation en complément à deux, c'est exactement pareil au binaire pur. C'est pour les chiffres négatifs qu'il faut changer ça. Si vous vous rappelez, les compléments à deux, bon, ça c'est bien la valeur, c'est que Logan il vient des mettre. Donc comment on peut calculer ça? Donc on prend la valeur absolue, donc les binaires pour de la chiffre. Donc au lieu de moins 28, on prend 28. Donc ces valeurs en haut, c'est 28 positif. On fait les compléments à 1. Les compléments à 1, en gros, c'est si on a un 0, on les change par un 1. Et si on a un 1, on les change par un 0. Donc cette valeur-là, c'est la négation logique
oui, de chaque bit. Donc ça, c'est les compléments à 1. Et à les compléments à 1, on l'ajoute un 1. Donc on fait une addition 1 plus 1, en binaire, c'est 0, et on prend un 1. C'est 1 qu'on prend, c'est 1 plus 1, 0, encore un 1 qui passe ici, bon là, et le reste, c'est pareil. Donc c'est cette valeur-là. Ça va coder moins 28 et on peut les reconnaître toujours parce que les bits des points forts pour les chiffres négatifs, il sera un an. Si c'est positif, ça termine ou ça commence par 0. Si c'est négatif, il commence par 1. Et puis traduire ça en hexadécimal, comme vous savez, bon, c'est assez immédiat. Donc on prend les bits des 4 en 4 et ces parties-là, ça fait 4 et ces parties-là, il fait E. Donc, ok, comme je vous ai dit, ça c'est un bref récapitulatif. Donc maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne les nombres fractionnaires en base 10 pour en tant que présentation en fait des les nombres fractionnaires en base 2. Donc normalement, quand on écrit un chiffre quelconque, par exemple si je vous mets ici 33,45, donc cette valeur-là, on les reconnaît tous et de façon très intuitive, on reconnaît qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a 33 entières et puis partie fractionnaire, on a 0,45. Donc, et on a une intuition assez claire de ce que ça veut dire. C'est ça qu'on appelle la virgule fixe. Donc la représentation normale, quand on écrit un réel, on l'écrit comme ça et c'est assez intuitif. L'idée, c'est qu'on a les unités, les dizaines, les centaines, etc. Et on a puis la partie, donc on a deux parties, la partie à gauche de la virgule et la partie à droite de la virgule. La virgule sert à quoi? Sert à séparer entre les chiffres de puissance positive ou nul et les chiffres de puissance négative. C'est-à-dire, si on veut représenter cette valeur en tant qu'addition des puissances, on peut dire que cet 1 là, les centaines, c'est 1 multiplié par 10 élevé à 2. Puis les dizaines, ça sera 2 multiplié par 10 élevé à 1, plus 3 multiplié par 10 élevé à 0. Et puis à droite de la virgule, on a les puissances négatives. Donc ça représente 10 élevé à moins 1. Ça représente 10 élevé à moins 2, etc. Donc ça c'est la virgule fixe. Ça ne pose pas trop de problèmes. Ça c'est assez intuitif comme je vous ai dit, mais cette opération-là qu'on vient de faire, découper et savoir que la virgule sert à séparer les puissances positives ou nulles des les puissances négatives, ça va nous servir après pour implémenter cette idée en base 2. Bon, ça c'est la virgule fixe. Et puis, on a aussi l'habitude d'écrire un virgule flottante ou ce qu'on appelle la notation scientifique. Donc, c'est la même idée. Donc, un chiffre fractionnaire ou réel peut toujours se représenter en tant que une notation qui fait intervenir ces trois éléments. Les signes, la mantis et l'exposant signé. Donc, par exemple, si je vous demande 33 000, donc cette valeur-là, comment on peut les représenter? Il y a plusieurs façons de les faire. 33 000, comment on peut les représenter en virgule flottante? Pouvez-vous me donner des petits exemples de comment représenter ça? Il y a plusieurs façons, plusieurs options. Voilà, Logan par exemple propose 33,00 multiplié par 10 élevé à 3, ce qui est correct. Matteo, il propose 3,3 multiplié par 10 élevé à 4, ce qui est correct, correct aussi. Antoine propose pareil à Matteo, correct. Puis Jules, il a fait très bien parce qu'il a mis en fait un plus. Donc les signes, pour l'instant,
c'est assez intuitif en base 10, mais il faut les prendre en compte en base 2. Donc c'est bien de prendre l'habitude de mettre les signes. Donc c'est en représentation malheureusement. Donc ça c'est très bien Jules, le fait que vous avez mis en place. Par contre ça sera 33 multiplié par 10 élevé à 3. Mais bon, je pense que vous vous rendez compte. Et Nicolas, pareil. Ok, donc super. Donc ça c'est la bergoule flottante ou notation scientifique. On a tous l'habitude on l'a appris, je ne sais pas si au collège ou à l'école, mais on connaît tout ça. Mais puis, une notion que c'est assez important aussi, c'est d'utiliser la notion de mantis normalisée. Par exemple, une mantis normalisée, c'est ce que Nicolas, il vient de mettre. Nicolas, Mathéo, oui, Nicolas, Mathéo et Antoine. Alors, ils ont mis, l'idée c'est de prendre que des unités, donc garder une seule unité et décaler la virgule de façon que, bon, on a la même notation. Par exemple, ce que Logan, il a écrit, c'est aussi correct que ce qu'Antoine il a écrit, sauf que la notation d'Antoine, c'est la mantis est normalisée. Ça sert à avoir une représentation unique, en fait, de, de la chiffre. Comment on fait ça? Bon, on a la virgule, on peut toujours la décaler à gauche ou à droite. Si on la décale à gauche, on augmente l'exposante de 1. Si on la décale à droite, on diminue l'exposant de 1. Par exemple, ici, on a décalé la virgule de 1 et on a augmenté de 1 l'exposant. Donc, de moins 20, il a passé à moins 19. Et tous les deux sont pareils. Donc, ça, c'est une représentation unique. Je la mets ici en rouge parce que ce qu'on va essayer, on va finalement représenter en base de en notation des virgules flottantes. Vous allez voir après comment et pourquoi faire ça. Et ça c'est intéressant parce que la représentation est unique. Et comme on a une représentation unique, on peut coder quelque chose qui est unique dans un registre de machines et pourtant bon, avoir une bonne représentation. Donc maintenant qu'on a déjà vu quelques notions des bases, des nombres fractionnaires en base 10, on va commencer à voir comment on peut représenter un virgule fixe. Je vous rappelle, la virgule fixe, c'est la notation qu'on a l'habitude d'écrire tranquillement. Et la virgule flottante, c'est quand on met la notation scientifique avec la mantis et l'exposante, etc. Donc on va apprendre la première partie. Donc comment on peut représenter un virgule fixe en base 2. Donc par exemple ici, on a en notation des virgules fixes, on a un chiffre en binaire. Donc en rouge, on a la partie entière, suivie d'un virgule, et puis la partie fractionnaire. Donc qu'est-ce que c'est ces valeurs? Bon, ces valeurs, on peut, la partie entière, ça ne nous pose pas de problème pour la décoder en décimale, parce qu'on sait que ça fait référence à la puissance 2 élevé à 0, d élevé à 1 à 1, d élevé à 3 et d élevé à 4. Donc ces parties-là, simplement il faut multiplier 2 élevé à 3 plus d élevé à 1 et ça nous donne 10. Je pense que ça, il n'y a personne qui a des problèmes pour l'instant avec ces parties-là. Puis la partie fractionnaire, bon, de la même façon que la virgule sert à séparer les chiffres positifs, c'est qu'on a à droite sont les chiffres négatifs. Donc cette position-là correspond à 2 élevé à moins 100, soit 0,5. C'est-à-dire 2 élevé à moins 100, c'est 1 divisé par 2, 0,5. Ça sera 0,25, soit 2 élevé à moins 2. Donc si on a 1, 1, la partie fractionnaire, ça correspond à 0,75. Donc l'addition de ces deux valeurs-là. En gros, ça c'est la représentation en binaire et ça c'est la représentation en décimale. Donc maintenant, j'ai trop parlé. Je pense que c'est le moment en fait de commencer à faire des exercices. On va commencer à faire des exercices. On n'a pas encore vu la virgule flottante.
c'est qu'on a vu, c'est la virgule fixe. Donc, on va faire des exercices de la virgule fixe. Et on va supposer qu'on va garder la partie entière de chiffres dans un octet. Et on va utiliser un autre octet pour la partie fractionnaire. D'accord? Et on va donner les réponses en décimales. Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour essayer de coder en binaire cette valeur-là, 127,75. Donc, 5 minutes à peu près. Donc, c'est parti. Simplement, il faut la coder sur un octet. Et 75, il faut la coder sur un autre octet. Simplement, oui, donner la réponse à un hexadécimal. Quelques minutes et on fait les corriger. Alors Antoine, pour la virgule, comme je vous ai dit, on va supposer que la partie entière c'est codé sur un octet, la partie fractionnaire sur un autre octet. Donc ce que vous avez sur la partie fractionnaire, donc après la virgule, c'est 1, 1, et puis tout suivi de 0, donc 1, 1. On a ça. Alors Étienne, il nous donne une valeur différente à celle d'Antoine et celle de Logan. Et Noël, donc ça, semble-t-il que la réponse correcte, c'est la plus correcte pour l'instant, c'est celle de Noël parce qu'ils mettent un octet à gauche et un octet à droite. Mais ça correspond bien à la réponse d'Antoine Logan, donc ça semble que c'est assez consistante. Étienne, il a la partie à gauche, c'est correct. La partie à droite, semble-t-il qu'il n'est pas trop correct. Ok. Entre et maintenant un hexadécimal, Logan met 7F2 et Antoine. Ok. Et maintenant, voilà. C'est Nicolas qui donne la bonne réponse. On va faire les corriger maintenant. C'est entre Logan et Antoine. Donc Antoine, il a la partie fractionnaire, c'est correct. Et la partie entière. Bon, voilà. Bien corrigé, Logan. Donc on va voir comment on peut faire ça rapidement parce que je pense que vous êtes doué et vous venez de le faire. Donc on peut diviser complètement la partie entière de la partie fractionnaire. Partie entière, comment est-ce qu'on fait 127, comment on va les coder? Bon, vous pouvez le faire simplement parce que vous savez que 127, c'est la valeur 0, 1, 1, 1, machin. Mais normalement, quand on a des chiffres plus grands, c'est très difficile de savoir où placer les 1.
Donc il y a une petite méthode, c'est les méthodes des quotientes. Donc l'idée c'est de diviser successivement la valeur par 2. Donc 127 divisé par 2, ça nous donne 63. Et le reste, c'est 1. 63 divisé par 2, ça nous donne 31. Et le reste est 1. Donc en gros, on va faire un plusieurs divisions jusqu'à on arrive à 0. Et puis, pour savoir que ça c'est la codification en binaire, on va lire des bas en haut et on va écrire ces valeurs des gauche à droite. Ça, vous connaissez, je suppose, les méthodes. Donc, plusieurs successives divisions jusqu'à on arrive à 0. Et puis, on lit des bas en haut et on écrit de gauche à droite. Donc, voici, on a la valeur de la partie entière. Et ça, si on veut les coder en fait en hexadécimal, il faut prendre les bits de 4 en 4. Ici, ça correspond à un F et ça correspond à un 7. Pour la partie fractionnaire, les méthodes, au lieu de méthode des quotientes, la partie fractionnaire, ce qu'on fait au lieu de diviser, ce qu'on va faire, c'est de multiplier par 2. Donc, on prend 0,75 dans ces cas, et on les multiplie par 2. Ça va nous donner 1,5. Ce qu'on va faire dans cette méthode-là, c'est qu'on conserve la partie entière, donc des 1,5, on conserve 1, et les restes, donc la partie fractionnaire 0,5, on les met dans la suivante ligne. Donc 0,5 multiplié par 2, ça nous donne 1. Donc on conserve la partie entière et on prend la partie fractionnaire. Donc comme vous pouvez voir, ici on a un 0. 0, on peut continuer à le multiplier par 2 et va nous donner toujours 0. Donc on arrête quand on arrive à 0 ici. Et puis c'est un peu différent aussi. Donc dans les méthodes des quotientes, on lit des bas en haut. Et ici on va lire des hauts en bas. Et on va écrire de gauche à droite. Donc avec cette méthode, on sait que 0,75, ça correspond à 0,11 en base binaire. Comme on a 8 bits, donc un octet, on va mettre ça sur les bits des poids forts, donc un 1 tout suivi de 0, soit c'est 0. Et du coup, la réponse, c'est simplement, on prend la partie entière et on prend la partie fractionnaire. Ok, on y va avec 3,4, si vous êtes courageux. Donc bravo Enzo, oui c'est ça, c'est cette valeur là.
Et pour avancer un petit peu plus vite, peut-être que je passe directement au corrigé. Et on voit tous ensemble pourquoi ça donne 3,66 en hexadécimal. Donc pareil, 3,4, comment on peut coder ça en virgule fixe. Partie entière, bon, je ne m'arrête pas ici, clair pour tout le monde, ça devrait être clair. Donc cette valeur-là, soit 3 aussi en hexadécimal. La partie fractionnaire, par contre ici, ça va nous donner un petit peu plus de soucis. Donc on connaît les méthodes en fait pour arriver pour coder un partie fractionnaire en binaire, c'est de multiplier par 2 et garder la partie entière. Donc si on multiplie 0,4 par 2, ça nous donne 0,8. Donc partie entière 0. Et on passe la partie fractionnaire ici et on continue. Mais vous pouvez vous, vous rendre compte qu'on va entrer dans une période, en fait, un cycle. Ça se répète ici, on obtient 0,8 et après quelques multiplications, on recommence par 0,8 et ça va continuer jusqu'à l'infini, en fait, parce que c'est une période. Donc un chiffre si simple que 3,4, on ne peut pas la représenter exactement sur une machine. Donc 0,4, on peut l'approcher très très proche en fait avec 0,0, bon, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, comme ça. Du coup, ce n'est pas 0,4, ce n'est pas ça, c'est une approximation, c'est pour ça que je mets le signe d'approximation ici. Et ça, on les code par contre comme 66. Donc 3,4, ça fait 3,66. Je suis sûr que vous avez eu déjà des expériences avec les nombres flottantes et, et avec les doubles en fait aussi, de faire des multiplications, divisions, etc. Et par exemple, savoir que la réponse, ça doit être 0,5 et la réponse que la machine vous donne, c'est 0,49999, etc. Donc, le problème, c'est que parfois, il y a des chiffres, on va approximer autant que possible les réels, mais parfois, il y a des réels qui sont impossibles de coder exactement et on va tout simplement les approximer. Mais donc, du coup, il peut y avoir, alors c'est un temps qui pose en question, mais donc, du coup, il peut y avoir plusieurs écritures différentes pour un même nombre. Alors, je n'ai bien compris. Il peut y avoir plusieurs écritures différentes pour un même nombre. Plusieurs approximations, oui. Ah ouais. C'est par exemple différent l'effet que vous utilisez en précision des 4 octets, soit en flottante, ou soit un double qui a plusieurs octets. On va voir ça un petit peu après. Ça c'est la partie virgule flottante qu'on va à commencer à voir. Bon, j'aimerais, parce qu'il nous reste que 15 minutes, donc j'aimerais bien au moins aujourd'hui introduire un petit peu comment ça fonctionne. Et la semaine prochaine, on continue et on finit avec. Donc on va faire les TD en des jours aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc on verra ça, Antoine. Probablement, on les commence à voir aujourd'hui, on les finit la semaine prochaine. Puis on a vu jusqu'ici comment coder des base 10 à base 16. Et maintenant, on va faire l'inverse, décoder. Pour pouvoir vous introduire la virgule flottante, je vais faire cet exercice-là. Donc, comment est-ce qu'on peut décoder ça en base 10? Bon, c'est pareil, c'est simple à faire. Donc, 3 œufs, ça c'est la partie entière. Et ce qu'on peut faire, soit il y a des gens qui préfèrent mettre tout ça en binaire et faire les calculs en binaire. Moi, je pense que c'est plus rapide en fait si on crée un tableau comme celle-là.
Donc, on sait que cette unité hexadécimale correspond à 16 élevé à 0 et cette décenne hexadécimale correspond à 16 élevé à 1. Donc, ce qu'on peut mettre, c'est après la valeur hexadécimale 3e, on multiplie 3 par 16, donc cette multiplication-là, et ici on multiplie e par 1 dans ces cas, et on fait après l'addition, et ça sera 62. Ça, c'est la partie entière. La partie fractionnaire, on fait pareil, même tableau, sauf que ici on met 16 comme ces parties sont les puissances négatives, ça sera 16 moins 1 et 16 moins 2. Donc C multiplié par ça, ça nous donne cette valeur-là, et 0 multiplié par n'importe quoi, ça sera 0. Donc cette valeur-là correspond bien à 0,75. Du coup, la réponse, ça, cette valeur hexadécimale correspond à 62,75 en base 10. Alors Antoine, je pense qu'il est en train d'écrire une petite question. Autant qu'Antoine il écrit, je vous pose à tous en général la question. Alors, j'écrivais ma réponse, mais... Ok, d'accord. Donc, je vous pose à tous la question si c'est la partie virgule fixe, c'est compréhensible, si ça va pour vous pour l'instant, c'est qu'on a vu comment coder et décoder l'information. Oui, ça va, ok. Parce que ça, on va l'utiliser après avec la virgule flottante tout le temps, en fait. Pour le moment, ça va. Axel, ok. Mathéo, oui, ok. Ça fait plaisir, ok. Ça va. Puis dans l'examen, il y aura toujours un petit exercice par rapport à la virgule fixe, peut-être. Alors, je suis pas sûr. Normalement, c'est sur la partie virgule flottante. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, la virgule fixe, ça nous sert à commencer à représenter l'information en binaire. Par contre, en dépendant où on met la virgule, ça peut nous donner des, par exemple, comme on a vu avant, 33 000, donc je vais le mettre par ici. On peut les représenter comme ça, ou on peut les représenter, bon, 33, disons 33 000,3. On peut les représenter comme ça, mais on pourrait éventuellement les représenter comme 3,3003 multiplié par 10 élevé à 4. Donc, il y a plusieurs formes de représentation. Et ça, c'est les problèmes de la virgule fixe. Et c'est pour ça qu'on va avoir la représentation en virgule flottante, que c'est la vraie représentation. Donc, quand on met, par exemple, dans en Java ou en C ou n'importe quel langage, on met float a égale à 0,4. Si on met ça, la représentation interne du registre qui va stocker cette information, c'est un virgule flottante en base 2. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et ce n'est pas si évident en fait que les entiers ou la virgule fixe. En effet, il y a eu un groupe dans la IEEE, c'est une organisation pour la normalisation des normes. Par exemple, la Wi-Fi, c'est IEEE qui ont défini les protocoles, etc. Donc, il y a une norme qui s'appelle, c'est la norme 754, c'est un peu chiant les noms, mais bon, qui sert à dire comment les machines ils doivent coder dans un registre des machines, donc en virgule flottante. Comment on va stocker cette information float A égale à 0,4. Et c'est ça qu'on va commencer à apprendre aujourd'hui, doucement. Si ça vous pose quelques problèmes, on revient la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas trop. Simplement à savoir que c'est ça, c'est une norme. On pourrait avoir eu une norme différente. Donc la norme, elle est imposée en quelque façon.
c'est assez logique après quand on la regarde. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'est d'écrire en notation des virgules flottantes. Du coup, on va voir ce qu'on a déjà vu pour la base 10. On va avoir un signe mantis et un exposant. Et comme ce qu'on va essayer toujours d'avoir, c'est la mantis normalisée. C'est-à-dire, comme on est en binaire, on va avoir toujours des valeurs. J'écris maintenant un virgule. Ok, je vais le faire plus petit. C'est un petit moment, je suis en train d'écrire. Par exemple, tuk tuk, tuk tuk. Ok. Donc par exemple, si on a ça c'est 2 octets, partie entière et partie fractionnaire. Donc la mantis normalisée signifie qu'on va avoir toujours quelque chose comme 1 virgule. On va décaler. Ça sera multiplié par, vous allez le voir dans 5 secondes, 2 élevé à 7. On est d'accord que ces chiffres en virgule fixe et la chiffre qu'on a en bas en virgule flottante sont la même chiffre. Ici, c'est un binaire. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est de décaler la virgule à gauche en augmentant l'exposante. On est sur base 2. Donc, ça sera 2 élevé à 7. Donc, on est d'accord que ces deux valeurs sont pareilles, n'est-ce pas? Bon, si on prend ici que la mantis, c'est toujours entre 1. Une fois qu'elle est normalisée, elle va être toujours entre 1 et 2. Si on... Ouais, par exemple, ça c'est le cas dans l'exemple que je viens de vous mettre ici à côté. Et puis on a l'exposant signé. Bon, cette partie, rien à dire. Puis la norme, c'est un peu plus complexe. On va faire les exercices et on verra à fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc, si on parle d'un float, en flottante, il va être codé sur 32 bits. Puis la même norme sur 64 bits. Mais pour l'instant, on va faire des exercices avec 32 parce que 32 et 64, ça ne change rien. Ça change simplement qu'au lieu de prendre plus d'octets pour l'exposante, il va prendre moins, ou au lieu de prendre pour la mantis plus de bits, il va prendre moins. Donc on va apprendre la notation IEEE 754 pour 32 bits. Donc comme on a vu, on a les signes, la mantis et l'exposante. Donc on va avoir 3 parties dans les protocoles, dans la norme. Donc signe, exposante et mantis. Ça c'est l'ordre de la norme, c'est imposé. Pour les bits des signes, alors pour les signes c'est très clair, c'est les bits des poids forts. Si on les met à 1, la chiffre c'est négatif. Et si on les met à 0, la chiffre est négatif. Donc ça ne peut pas poser des problèmes parce que c'est immédiat. Donc si je vous donne moins 22, peu importe, 32. Donc comme c'est moins, on va mettre un 1. Sinon ça sera un 0. Puis l'exposante, c'est qu'on va stocker, c'est ce qu'on appelle exposant biaisé. On verra après, ça c'est sur 8 bits. Et on verra après qu'est-ce que ça va dire exposant biaisé. C'est l'exposant en fait. Donc ici, dans l'exemple que je vous ai mis sur Discord, l'exposant c'est 7. On est d'accord? Donc c'est une valeur et j'ai mis 7. Donc l'exposant biaisé, c'est que toujours à l'exposant qu'on obtient, on va ajouter 127. Et ça s'appelle, bon, je vais les réécrire. More edit. Je peux l'éditer ou pas? Oui. Égale à exposant biaisé. Je vais de les modifier. Donc, quand on ajoute 127, ça sera l'exposant biaisé. Pourquoi on ajoute 127? Bon, parce que on veut stocker toujours dans ces parties-là des chiffres positifs.
Donc imaginez-vous que j'ai un exposant, par exemple, l'exposant c'est moins 10, c'est-à-dire d'une valeur 2 élevée à moins 10. Donc au lieu de stocker ici moins 10, ce qu'on va à faire, c'est de faire 127 plus moins 10 égale à 117. Donc ici, au lieu de stocker un chiffre négatif, on va simplement traduire un binaire pour 117. Et puis, si on veut faire la conversion dans l'autre sens, on va quitter à 117, on va quitter 127 et on va récupérer moins 10. Ça sert simplement, biaiser l'exposant, ça sert simplement à avoir des chiffres positifs ici. Et on peut faire on peut les faire dans les deux sens. Et puis la mantis fractionnaire, qu'est-ce que c'est la mantis fractionnaire? Comme on va par définition du protocole, que c'est que la chiffre, ça sera toujours égal ou inférieur à 1 et plus petit que 2, on va avoir toujours un chiffre de type 1, donc en tant que mantis, 1, et puis 0, 1, peu importe. On va avoir 1, quelque chose. Donc c'est 1, comme on a toujours c'est 1, et peu importe, il ne nous faut pas les stocker là. Pourquoi stocker un bit et perdre de précision si on connaît d'abord que le bit 1, il va être toujours là. La partie entière, il va être toujours, disons, un an. Donc on ne va que stocker que la mantis fractionnaire, c'est-à-dire la mantis fractionnaire est égale à la mantis qu'on obtient moins 100. Ouais, je pense que dans ces moments-là, vous êtes en train votre tête, elle est un petit peu en train d'exploser. Peut-être pas. En tout cas, ne vous inquiétez pas trop, d'accord? On va revenir sur ça la semaine prochaine. On va voir, on a ici un petit exercice pour faire ça étape par étape, très doucement, et voir comment ça se passe. Et après d'avoir fait un des exercices, ça va être beaucoup plus facile. Donc je vous remercie pour votre attention. C'est 11h15 et voilà, on se voit la semaine prochaine. Et pour les groupes H2, je pense qu'on se voit en TP mercredi. Donc merci beaucoup de votre attention.